Bonjour à tous, bienvenue au énième débat de l'actu de l'IHEDN. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'organiser cette rencontre en coopération avec Asia Center. Donc à ma droite, vous voyez Jean-François Di Meglio, qui est cofondateur et président d'Asia Center. Asia Center est un think tank. Comme son nom indique, ce think tank travaille sur l'Asie. C'est un réseau très important de chercheurs et d'experts sur le continent asiatique, de l'Inde jusqu'à la Corée. Le centre a été créé en 2005, si je ne me trompe pas, avec François Godement. Et depuis, c'est un lieu de rencontre, un lieu de conférence, un lieu de laboratoire d'idées et d'expertise sur le continent asiatique. Le centre édite un certain nombre de revues. Je pense qu'il y en a 3 par pays important, si j'ose dire, sur le Japon, la Chine et la Corée, et également un certain nombre de publications électroniques. À ma droite, Justin Weiss, qui est directeur du... Pardon, je suis à ma gauche. Pardon. À votre droite. À votre droite et à ma gauche. C'est côté dyslexique d'enfance qui ressort. Justin Weiss, qui est donc le directeur du Centre d'analyse de prévision et de stratégie au ministère des Affaires étrangères. Justin est chercheur, il a un solide background universitaire, il est docteur et il est également habilité à diriger des recherches. Il est spécialiste des États-Unis, de l'histoire et des relations internationales, de relations extérieures des États-Unis. Il a été enseignant associé à Sciences Po. Il a également enseigné à Johns Hopkins University. Il a été directeur de recherche à la Brookings entre 2007 et 2013. Et il est auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont Washington et le Monde, Dilemme d'une superpuissance, écrit avec Pierre Asner et paru en 2003. Également Neoconservatism, The Biography of a Movement, paru aux presses universitaires d'Harvard en 2010, et la biographie de Zbigniew Brzezinski, qui est sortie l'année dernière en 2016 chez Odile Jacob. Alors, encore plus à gauche, David Bavray, qui est un investisseur privé. Il est basé depuis 2012 à Hong Kong, où il conseille un certain nombre de start-up. Il est ancien gérant de portefeuille chez Fidelity Investments à Londres et à Boston. Il a été associé fondateur de KDA Capital, qui est un fonds d'action européenne, et il a été jusqu'en 2010. Il a publié Paris-Pékin Express aux éditions François Bourin, qui raconte la nouvelle Chine au futur président de la République. Donc vous voyez, c'est d'actualité. Il est également l'auteur de Génération tonique, paru chez Plomb en 2015, qui est un essai sur la façon dont la Chine change le monde. David Bavray est également chroniqueur pour plusieurs journaux français, dont L'Opinion et Les Échos. Il est diplômé d'HEC et de l'INSEAD. Alors, à mon extrême droite, ça ne parle absolument pas de ses idées politiques, je vous rassure, Joris Zilberman, qui est cofondateur et directeur de la publication asialiste.com, asialiste, non pas comme liste, mais analyste, donc contraction d'Asia et analyste.com, qui est un site d'information et d'analyse sur toute l'Asie. Joris a été correspondant à Shanghai pour Radio France Internationale entre 2005 et 2009. Il a été correspondant à Pékin pour France 24 entre 2009 et 2013. Il est également cofondateur de la société de production audiovisuelle ActuAsia et il est co-auteur de l'ouvrage Les nouveaux communistes chinois, donc sur le Parti communiste chinois, paru en 2012 chez Armand Collin. Il a également co-réalisé un documentaire, La Chine et nous, 50 ans de passion, pour France 3 en 2013, avec Olivier Horn. Quant à son bagage universitaire, il est diplômé de l'Institut pratique du journalisme, IPJ. Il est titulaire de DESS, des hautes études internationales à l'INALCO,
Et il parle également chinois, puisqu'il est licencié du chinois Paris 7 et il possède une maîtrise de philosophie comparée à Paris 4. Donc, avec ces experts éminents, nous allons aujourd'hui débattre de la nouvelle donne en Asie, et notamment en Chine. Plusieurs aspects seront discutés. Un premier tour de table de 10-12 minutes par chaque intervenant, et ensuite on passera à la session des questions et des réponses. Alors je veux d'abord me tourner vers Jean-François Di Meglio pour qu'on puisse parler de l'évolution politique de la Chine. On a beaucoup parlé avec l'arrivée au pouvoir du nouveau président Xi d'un président qui voulait marquer la Chine, qui avait un certain nombre de qualités pour ça. Il a commencé par une politique très active de lutte contre la corruption. Ça lui a été d'ailleurs un petit peu reproché, donc un petit peu la politisation de cette politique. Mais en tout cas, c'est un dirigeant qui a une vision à long terme pour son pays et qui a une volonté politique de marquer durablement l'évolution de la Chine. Donc, quelle est votre opinion ? Bon, ben là, on est effectivement, je dirais pas à mi-mandat, mais d'une certaine façon à mi-mandat, puisqu'on arrive au terme du premier mandat du président Xi, qui a trusté très très vite tous les titres possibles. Juste un rappel, parce que Joris parlera de façon plus spécifique encore de ce qui nous attend avec le 19e congrès, donc qui est de l'autre côté du mi-mandat. Je rappelle donc que les dirigeants chinois, en théorie, font 2 mandats de 5 ans, que ce mandat est inauguré par une nomination à la tête du parti. En général, ça se passe à l'automne, donc ça a eu lieu effectivement à l'automne 2012, et puis c'est consacré d'une certaine façon par la voie constitutionnelle de la République populaire de Chine, qui va nommer au moment de l'Assemblée nationale populaire, et pour le coup c'est au printemps suivant, le président de la République et son équipe donc dirigeante de cette personne. Donc là on arrive à la fin d'un cycle de 5 ans qui était relativement inattendu à beaucoup d'égards. Encore une fois, on parlera tout à l'heure de ce qui nous attend, mais je fais un rapide retour sur le passé. Inattendu parce que si on nous avait parlé il y a 6 ou 7 ans de Xi Jinping, on l'aurait probablement identifié, mais probablement pas reconnu sous les traits qu'il a pris depuis, c'est-à-dire d'une certaine façon le maître tout-puissant de la Chine, qui a trusté très vite le titre, bien sûr, de secrétaire général du parti, de président de la République, et puis surtout de la présidence de la commission militaire. Si vous suivez l'actualité et si vous avez suivi les différents développements, vous avez peut-être noté que dans ce fameux été 2012, au moment où on s'attendait tous à ce congrès, à ce 18e congrès, à cette consécration de Xi Jinping, il a disparu. Et il a disparu, plusieurs hypothèses avaient été formulées. Et celle qui est retenue aujourd'hui, c'est qu'il a voulu accélérer l'histoire et que, contrairement à la tradition non écrite qui faisait que le 3e titre, qui consacre un leader chinois, c'est-à-dire président de la commission militaire, l'attendait après l'obtention des 2 premiers titres, eh bien, il a tout fait pendant cette semaine-là pour discuter en particulier avec les militaires, pour être sûr d'avoir les 3 à la fois. Donc ça, c'est le passé. Et les 5 années qui se sont écoulées depuis ont effectivement confirmé que c'était la moindre des expressions, ce serait de dire que c'est un homme à poigne. Un homme à poigne qui l'exerce et qui a choisi de l'exercer par un moyen, on va dire, qui est peu sujet à controverse, puisqu'il a décidé de l'exercer en disant que tous ceux qui étaient corrompus n'avaient pas la place qu'il avait obtenue et qui ne la méritaient pas. Et quand on parle des corrompus, et encore Joris parlera du parti, on parle à la fois des tigres et des mouches, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a éliminé autant de petits fonctionnaires du parti, sinon plus, et forcément plus, que de très gros, puisqu'on s'est attaqué en particulier à des personnes qui avaient siégé au bureau politique dans les mandats précédents. Donc clairement, on est sur une voie
puisqu'on est tous là ensemble en équipe. Je peux aussi me permettre de citer certains des autres orateurs, avant même qu'ils ne prennent la parole, que David appellera, même si son propos n'est pas purement politique, appellera sans doute la cybercratie, c'est-à-dire à la fois Xi, comme Xi Jinping, Ber comme cyber, bien sûr, et cratie, parce qu'il y a de l'autocrate dans le personnage. Donc on est dans une configuration qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, en Chine probablement, où ce qui prédominait, c'était sans doute la collégialité. Donc la grande question, ça va être, qu'est-ce qui va arriver à ce pouvoir extrêmement concentré? Est-ce que cette corruption, cette lutte anticorruption a été là pour préparer le terrain parce que les réformes n'étaient pas possibles tant que tout le pouvoir n'était pas totalement concentré, pas simplement dans la forme, mais aussi dans la pratique, et que maintenant qu'il est concentré à la fois dans la forme et dans la pratique, les réformes vont être possibles, ou au contraire, est-ce qu'on a affaire non pas à Bonaparte, c'est-à-dire à celui qui change le régime pour le réformer et pour créer une nouvelle Chine, mais est-ce qu'on a affaire à Napoléon, c'est-à-dire celui qui se fait couronner, qui change le régime, mais qui, d'une certaine façon, le change pour préserver uniquement son pouvoir personnel. Donc ça va être la grande question qui va se poser. Dans les grandes questions qu'on va évoquer, je fais cette première introduction dans ce premier round en couvrant d'autres sujets, en particulier ceux sur lesquels j'interviendrai probablement ultérieurement. Dans les grandes questions, il y a bien sûr les grandes relations internationales. Et ce qui a marqué l'ère Xi Jinping à l'international, en plus donc de cette concentration des pouvoirs de façon domestique, c'est ce grand slogan qu'on entend de plus en plus, qui est célébré ces jours-ci, qui sera encore célébré d'ici quelques temps, c'est la route de la soie. Donc c'est la grande question des relations internationales de la Chine, d'une Chine qui s'affirme, de la même façon que son leader s'affirme à la maison, eh bien on a une Chine qui s'affirme à l'étranger. Et cette affirmation, elle passe entre autres par la route de la soie, un grand projet qui est supposé aboutir en 2049, des échéances qui pour nous semblent extrêmement lointaines et sont lointaines même aux yeux du dirigeant qui l'a lancé, puisque normalement il ne sera plus en poste. Et cette route de la soie, elle est naturellement sujette à toutes sortes d'interprétations. On nous la présente comme un projet avant tout économique. On ne peut pas exclure bien sûr qu'elle ait une dimension géopolitique. Et si elle a une dimension géopolitique, la grande question qui se pose ensuite, c'est: est-ce qu'on a affaire à une Chine qui s'affirme de façon régionale? Et la route de la soie, d'une certaine façon, ça reste centré sur la Chine, même si ça déborde les frontières de l'Asie. Ou est-ce que c'est une puissance qui s'affirme de façon nationale? Et là, on arrive à l'un des sujets du moment, qui est naturellement la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière à Mar-a-Lago avec Trump. Et dans ce qui m'intéresse, ce que j'ai particulièrement regardé, et dont on reparlera aussi, c'est tout le volet économique et le volet monétaire. Il est évident qu'on n'attendait pas cette rencontre aussi vite. Elle est arrivée beaucoup plus vite, sans doute à cause des crises potentielles, des crises latentes et des crises dans lesquelles la Chine et les États-Unis sont intimement partie prenante. La crise de la Corée du Nord, bien sûr, et puis crise dans laquelle la Chine n'est pas partie prenante, mais que Trump a choisi de remettre au devant de la scène pendant la visite de Xi. Là, je pense que Justin aura certainement des commentaires particulièrement éclairés. C'est la Syrie, dans laquelle la Chine a toujours joué un rôle plutôt effacé. Et puis, il y a eu ce bombardement au moment même où Xi Jinping était là. Alors, que dire de la relation, et je finirai juste là, entre la Chine et les États-Unis? Elle est d'abord, bien sûr, géopolitique. Elle est géopolitique au sens où on a bien l'impression que la Chine veut s'affirmer, mais sur un temps beaucoup plus long. On a l'impression probablement que Trump, si on a une interprétation très négative, ne sait pas ce qu'il fait, mais moi je tente quand même l'hypothèse sur laquelle il saurait ce qu'il fait et qu'il a bien compris que, vivant dans deux temporalités différentes, il était de son intérêt d'accélérer la temporalité de façon à ce que la Chine ne soit pas la maîtresse du temps. Et pour moi, le jeu sur la Syrie, si on peut appeler ça un jeu, fait complètement partie de cette logique-là. De la même façon, cette espèce d'instantanéité de Trump, et là je finis avec le volet économique et monétaire, elle s'est manifestée par l'extraordinaire aller-retour sur les questions monétaires, puisqu'on est parti d'une situation où il y avait consensus sur le fait que la monnaie chinoise n'était pas manipulée, tout le monde avait accepté ce consensus. Trump, le lendemain du départ de Xi, nous dit que si, elle est manipulée. Et puis, au moment où il dit qu'elle est manipulée,
le gouverneur adjoint, le député gouverneur de la Banque centrale en Chine fait une déclaration en disant que oui, la Chine va jouer le jeu de l'internationalisation de sa devise. Et bien sûr, Trump et l'ensemble de son administration renie le propos selon lequel la devise est manipulée. Et donc, on revient à une situation dans laquelle l'imprévisibilité de Trump, finalement, a fait avancer les choses avec ce front incroyablement renversé. Prévisibilité de la Chine d'une certaine façon, même si c'est une prévisibilité encore un peu masquée, et imprévisibilité des États-Unis. Excusez-moi de ce topo très général, mais je voulais un peu planter le décor, sachant qu'ensuite nous avons chacun un peu réparti nos rôles, que effectivement Joris, qui a publié ces remarquables études sur les nouveaux communistes chinois, va probablement plus parler du 19e congrès, mais je laisse Torniquet distribuer la parole. Merci Jean-François. Non, c'était très utile de planter le décor de toute façon. J'ai bien noté la dichotomie entre Napoléon et Bonaparte. Il faut espérer qu'il ne soit pas Napoléon III. C'est une possibilité. On revisite Napoléon III en France ces temps-ci. Ah, pardon. Oui, donc je disais, en revenant sur la dichotomie Napoléon et Bonaparte, je disais que c'est ce qu'il y avait une chance, ou une possibilité, ou le risque qu'il ne devienne finalement que Napoléon III. Donc du coup, je me tourne maintenant vers Joris Silberman, qui est spécialiste de la vie politique chinoise, principalement axée quand même autour et à l'intérieur des tendances qui existent au sein du Parti communiste. Alors, Joris, comment vous voyez l'évolution du parti depuis le dernier congrès, surtout, et à la lumière de ce que Jean-François disait au sujet du présidentin, notamment, et de sa tentative de resserrer les boulons? Alors, je remercie d'abord l'IHEDN de m'avoir invité. Je remercie Jean-François Di Meglio d'avoir aussi insisté pour que je vienne. Je voudrais parler aujourd'hui peut-être pas forcément des 5 ans qui ont précédé, mais plutôt de cette année, c'est-à-dire de la situation dans laquelle nous sommes, situation en vue du 19e congrès du Parti communiste chinois, dont la date n'a pas été fixée, mais qui doit se dérouler à l'automne, à la fin de l'automne, entre fin octobre, début novembre. C'est fixé toujours à la dernière minute. Finalement, les enjeux, c'est quoi de cette année? C'est 2 choses. Très concrètement, quelles sont les grandes décisions qui vont être prises à l'occasion de ce congrès? Ce sont des décisions de renouvellement et de consolidation. Renouvellement, très concrètement, du Politburo du comité central du Parti communiste. Il y aurait, évidemment, dans les chiffres que je vais donner, c'est un croisement de pékinologues. Et encore une fois, le petit exposé que je fais, c'est plus pour soulever des questions, pour rappeler des débats plutôt que d'affirmer des certitudes. Je m'en garderai bien. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les 25 membres du Politburo, il y aurait 11 membres qui seraient amenés à être changés, remplacés. Et de ce Politburo, vous savez qu'il y a donc le comité permanent du Politburo du Parti communiste, du comité central du Parti communiste, ce comité permanent qui est donc le saint des saints, l'instance suprême du pouvoir en Chine, qui compte 7 membres. Et sur ces 7 membres, il y aurait 5, peut-être 4, qui seraient remplacés. L'autre enjeu, c'est évidemment pour Xi Jinping d'assurer son influence au-delà de 2022, puisque, comme le disait Jean-François, eh bien là, il s'apprête à faire un 2e quinquennat. Et l'objectif de Xi Jinping, c'est peut-être de durer au-delà de ce 2e quinquennat, donc au-delà de 2022. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour aborder d'abord l'ambiance politique, quand on parle de la situation politique intérieure d'un pays, on peut quand même aborder cette atmosphère politique qui est assez lourde en ce moment. Et je prendrai 2 exemples. Le premier exemple, pour être précis sur cette préparation du 19e congrès au niveau vraiment le plus local, c'est-à-dire comment est-ce qu'en Chine, on sélectionne les délégués
qui vont être ensuite envoyés pour participer au congrès du Parti communiste, donc à l'automne prochain. Eh bien, selon plusieurs sources, donc il y aurait ce qu'on appelle en anglais une negative list, qui est d'ailleurs un terme qui est surtout employé dans l'import-export et notamment sur les zones franches. On parlait à Shanghai il n'y a pas si longtemps d'une negative list pour les investisseurs étrangers dans la zone franche de Shanghai. Negative list, donc une liste d'exclusion, une liste d'exclusion. En l'occurrence, Xi Jinping a voulu que dans les critères de sélection de ses délégués pour le 19e congrès, il y ait évidemment un casier vierge en matière de corruption, mais aussi l'obligation de jurer de suivre la ligne actuelle du Parti communiste chinois, à savoir donc la ligne de Xi Jinping. Donc, un deuxième exemple de cette atmosphère qui est assez lourde, évidemment, c'est la dernière loi qui encourage les Chinois à dénoncer les espions étrangers. Donc là, on a des relents de l'histoire politique chinoise plutôt d'il y a 40 ans. Les espions étrangers, c'est les journalistes étrangers. J'ai été journaliste étranger pendant 8 ans en Chine. J'ai vu la dégradation des conditions de travail, mais ça concerne aussi évidemment toutes les ONG qui opèrent en Chine, et cela vient ponctuer, si vous voulez, tout cet étau qui s'est resserré sur la société civile chinoise depuis 2011, à savoir depuis la période des printemps arabes, pendant laquelle la Chine a eu un accès de nervosité et a décidé de mettre un terme à un semblant de libéralisation de la société civile qui était intervenue depuis la fin des années 90. Donc c'est dans cette atmosphère politique que pas seulement les étrangers, mais aussi les Chinois, que ce soit des universitaires, des fonctionnaires, des hommes d'affaires chinois, qui parlent justement d'une situation politique où eux-mêmes ne peuvent plus se déplacer à l'étranger aussi facilement. Alors évidemment, il y a la lutte anticorruption, on va y revenir, mais la première question que je voudrais aborder, c'est essayer de voir, de vérifier ce qu'on dit par cette assertion. Xi Jinping est déjà tout-puissant. Est-ce qu'il est tout-puissant ? Alors, comme le dit Jean-François, effectivement, il a eu l'habileté politique de réaliser ce coup, qui est d'avoir les 3 casquettes en même temps. Président de la République, secrétaire général du parti et président de la commission militaire centrale. Mais est-ce que, pour autant, est-ce qu'on peut parler d'un dictateur, ou en tout cas un dictateur qui aurait les pleins pouvoirs et le contrôle total de la superstructure politique chinoise? D'abord, ce qui est très important, et le signe de nervosité de Xi Jinping lui-même, c'est que toutes les réformes qu'il a promises, notamment les grandes réformes économiques, et en particulier, je prends juste un exemple sur les entreprises d'État, ces réformes semblent mises en sourdine pour préserver la stabilité politique en vue du 19e congrès. Un grand nombre d'économistes étrangers et les économistes chinois, notamment ceux de la Banque centrale, le savent très bien. Il y a un problème d'entreprises d'État que d'aucuns qualifient de zombies, c'est-à-dire ces mastodontes souvent monopolistiques à qui les banques chinoises prêtent sans fonds, et cela crée des créances douteuses. Alors, un chiffre qui émane de l'OCDE dit que 70% de la dette des entreprises en Chine émanerait de ces entreprises d'État. Bon, je ne m'étale pas parce que je sais que Jean-François reviendra aussi sur ces questions-là, mais l'idée, c'est qu'on a ces entreprises d'État en Chine qui sont menacées de banqueroute. Si tout d'un coup, les crédits sans fonds sont bloqués,
que cette dette menace évidemment la santé de l'économie chinoise, mais que Xi Jinping et son gouvernement auraient choisi de ne pas assainir, en tout cas pas cette année, on ne sait pas quand, mais surtout pas cette année, parce que assainir, ça veut dire fermer, ça veut dire des licenciements massifs, d'un côté, de l'instabilité sociale, quelque chose qui ressemble à la colère sociale qui avait suivi la casse sociale en Chine dans les années 90 avec la réforme des entreprises menée par Zhu Rongqi. Et de l'autre côté, ce que Xi Jinping veut éviter, c'est évidemment le ressentiment de ces cadres des entreprises d'État qui seraient sabrés, et toute cette classe des dirigeants des grandes entreprises d'État, des secteurs stratégiques, charbon, acier. On sait qu'il y a un problème de surproduction dans l'acier. Alors si on coupe, si on taille dans ce secteur-là, ce qu'il faut savoir en Chine, en tout cas, pour qualifier le Parti communiste chinois, c'est aujourd'hui non pas une organisation qui serait 100% politique, mais on peut dire que le Parti communiste chinois est un agrégat de groupes d'intérêt. Et cet agrégat de groupes d'intérêt, il se conçoit de façon multidimensionnelle et au moins deux dimensions. La première, c'est... Alors, on parle de lutte de factions, j'y reviendrai, c'est une question. Et d'autre part, c'est des groupes d'intérêt aussi économiques, puisqu'on sait très bien que... et d'ailleurs, les factions se mélangent avec le clan du pétrole, le clan du charbon, évidemment, le clan du nucléaire. Donc tout ça, c'est un risque énorme. Et il s'agit donc de mettre en sourdine ces réformes par crainte de l'instabilité. Pareil, on peut se poser la question de la lutte anticorruption. Est-ce qu'il y a une pause dans la lutte anticorruption ? On voit que le chiffre qui circule, c'est qu'il y aurait 1,2 million d'officiels qui auraient été sanctionnés depuis 2012 et en particulier depuis le lancement de cette lutte anticorruption. Aujourd'hui, alors, elle concerne les tigres et les mouches, Jean-François l'a dit, c'est-à-dire le top leadership ou alors des cadres locaux mineurs. Pour le moment, il y a moins de tigres qui tombent. Donc, est-ce que aussi Xi Jinping a décidé de lever le pied sur cette lutte anticorruption de peur que cela génère un ressentiment au sein du parti comme au sein de l'armée, un ressentiment qui serait dommageable à la consolidation plus totale de son pouvoir. La nuance, c'est que cette lutte anticorruption, elle est par contre extrêmement active sur la recherche des corrompus à l'étranger. Et on le voit justement avec cette nomination à la tête d'Interpol, tout de même, de Meng Hongwei, qui n'est autre, si vous l'ignorez, que le vice-ministre de la Sécurité publique. Là, on voit, alors si par exemple on veut commenter en creux l'actu, parce que c'est aussi l'idée de cette rencontre aujourd'hui. On voit ce businessman, cet homme d'affaires, Kuo Wenkui, qui est le symbole de ces renards. Alors, c'est pas un fonctionnaire, mais voilà, il y a un mandat d'arrêt qui a été rendu public contre lui. Et justement, à ce sujet, ce qui est intéressant avec cette histoire d'Interpol, c'est que il y a une espèce de schizophrénie. On peut parler de schizophrénie avec d'un côté Interpol donc, qui publie des red notices qui ne sont pas des mandats d'arrêt. Interpol, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, Interpol n'est pas là pour arrêter les gens, mais pour diffuser des informations afin que les polices qui collaborent au sein de cette organisation internationale agissent dans différents pays. Or, la Chine, quand elle traduit en chinois ces red notices, ça devient des mandats d'arrêt. Et donc, et donc, Interpol, en tout cas, c'est une critique qu'on peut adresser à Interpol et qui peut se vérifier avec les nominations de Wang Hongwei. Interpol est un allié objectif de cette lutte anticorruption à l'étranger menée par Xi Jinping. Ce qu'a dit Xi Jinping, c'est vous voulez vous opposer à moi,
avant, vous pouviez vous dire je pars à l'étranger, je serai tranquille. Maintenant, on vous rattrapera aux quatre coins du monde. Parallèlement, pour continuer un petit peu évoquer cette préparation du 19e congrès, ce qui montre aussi que Xi Jinping n'est pas tout puissant, c'est qu'il est quand même encore en pleine opération de remaniement. Alors, je voudrais prendre, évidemment, il faudrait consacrer toute une conférence de 2-3 heures à l'ensemble des remaniements que Xi Jinping, en tout cas son alliance Huang Qishan, opère. Je veux parler juste très brièvement des remaniements au niveau des exécutifs provinciaux. Alors, il y a les exécutifs provinciaux, c'est à la fois donc les grandes municipalités et donc les provinces. Et là, Xi Jinping, lui, avance ses pions. Il y a des provinces où il arrive à placer ses hommes et il est clairement en majorité. Maintenant, non, il n'est pas tout puissant puisqu'il y a tout de même une lutte des factions qui existe. C'est vrai que la clique de Shanghai, la bande de Jiang Zemin, est en voie d'extinction, mais la faction qui est dite faction populiste, issue donc, de la Ligue de la jeunesse communiste, est encore vivante. Et donc on peut se dire que pendant la décennie Hu Jintao, Wen Jiabao, eh bien, eux aussi avaient eu la majorité, 30 à 40% des exécutifs, et que là, ce serait cette démocratie intrapartie, cette alternance. Alors, je vais faire très rapidement, parce que j'ai déjà pris beaucoup trop de temps. Ce dont je voulais vous parler, c'était évidemment dans cette préparation du 19e congrès, il y a cette volonté de Xi Jinping de renforcer la prééminence du parti sur l'État. C'est très important, ça se voit dans les entreprises. Avec Huang Qishan, ils ont créé donc nouvellement cette commission nationale de supervision qui fait la synthèse entre l'organisme qui s'occupait donc de superviser les entreprises d'État et donc les attributions du parti en matière de supervision de la corruption. Et cette nouvelle commission est évidemment sous la direction du parti. Il y a d'autres exemples, c'est-à-dire on demande en ce moment l'allégeance obligatoire des cadres des entreprises d'État à la ligne du parti, la ligne de Xi Jinping. Dans l'armée, puisqu'on pourrait aussi en parler, on voit autour de cette restructuration de l'armée chinoise en 84 unités nouvelles. Je parle de 84 unités au niveau des corps d'armée, c'est-à-dire des commandements régionaux, avec 300 000 troupes en moins, comme il avait été annoncé en 2015. Eh bien, cette restructuration, qui est vraiment le gros projet militaire de Xi Jinping, se fait avec une demande de loyauté à l'égard du parti renouvelé très récemment pour ces nouveaux responsables d'unité. Alors, on pourrait dire encore beaucoup. Je pense que pour conclure, ce qui est important, c'est est-ce que Xi Jinping, donc qui prépare ce congrès à l'automne, est-ce qu'on va vers une poutinisation de Xi Jinping? C'est-à-dire que Xi Jinping cherche à renouveler, en tout cas à rester un troisième quinquennat supplémentaire. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est pas tout à fait adapté, puisque quand même Poutine a été obligé de zigzaguer dans le système politique russe, c'est-à-dire de se faire élire alternativement président et puis d'être le Premier ministre de Medvedev, etc. Donc la comparaison a ses limites. Est-ce que Xi Jinping va conserver ses trois casquettes, président, secrétaire général et chef des armées, ou est-ce qu'il va le faire à la Deng Xiaoping, c'est-à-dire en restant chef des armées et en continuant à diriger notamment les deux commissions, l'une sur la cybersécurité, l'autre sur l'économie? Alors, un mot pour conclure, est-ce que Xi Jinping, beaucoup d'observateurs, beaucoup de confrères journalistes comparent un peu vite Xi Jinping au nouveau Mao, parce que c'est vrai que c'est le leader le plus fort depuis
30-40 ans. Est-ce que Xi Jinping est vraiment un nouveau Mao? Alors, il veut inscrire, évidemment, sa pensée dans la constitution du parti. C'est très important pour marquer sa génération, pour garder son influence. Pour le moment, il n'y a pas de concept idéologique innovant de la part de Xi Jinping. Il a publié un livre qui s'appelle « Gouvernance de la Chine », qui n'est pas du tout comme le petit livre rouge. Ensuite, Xi Jinping, vous le savez aussi, en octobre dernier, a été fait noyau donc, de sa génération. Il y a un débat dessus, et ce sera mon dernier mot, au cours de ce plénum d'octobre dernier, oui, Xi Jinping est le noyau donc, du parti, mais il autorise toujours une direction collective. Et il n'y a pas dans les textes de négation de la direction collective. Maintenant, on ne peut pas nier, vu ce qu'il fait, qu'en étant le noyau, il s'autorise à rester au pouvoir un quinquennat de plus. Il faudrait qu'il casse cette règle non écrite de la retraite et qu'il continue. Il pourrait faire ça avec son allié Wang Qishan, qu'il veut conserver absolument à la tête de la lutte anticorruption, qui est trop vieux. Et donc, il crée le précédent Wang Qishan. Et une fois cela fait, il peut dire ben, moi, finalement, je suis encore d'attaque, je suis en bonne santé et je vais rester à la tête de la Chine. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup, Joris, de cette analyse très intéressante. Moi, je note plusieurs choses. D'abord, la vie politique chinoise, malgré le parti unique, reste quand même traversée par une pluralité d'intérêts. Bon, ce n'est pas le pluripartisme démocratique tel que nous connaissons, mais il y a une véritable divergence d'intérêts. Deuxièmement, la lutte contre la corruption comme arme politique et l'utilisation des normes internationales, ce qui est très intéressant, pour renforcer le pouvoir politique ou la mainmise politique d'un groupe ou sur l'ensemble du système politique. Ça a déjà été fait en Russie dans les années 2000 où les règles internationales avaient été utilisées pour la déoffshorisation, comme ils appelaient, pour lutter contre les oligarques qui avaient mis leur argent à l'extérieur et qui pouvaient être dangereux politiquement pour le régime de Poutine. Et la poutinisation, le terme que vous utilisez, évidemment, la comparaison n'est pas raison. Il y a beaucoup de différences. Et pour moi, qui connais la Russie infiniment mieux que la Chine, je vois une différence très importante par rapport aux institutions. Et les 12 ans, donc maintenant plus, enfin 17 ans de pouvoir de Poutine, s'est traduit en Russie par une désinstitutionnalisation accrue du système politique. Les décisions sont prises par une personne qui se concerte avec 3-4 autres personnes dans tous les domaines, enfin dans tous les domaines importants. Donc on n'en est pas là encore en Chine, je vois, où le système chinois est encore plus complexe et pour l'instant les institutions existent et résistent de façon plus affirmée. Bon, je me tourne maintenant vers David Bavret qui, comme j'ai annoncé, a une double casquette à la fois donc d'un investisseur qui connaît la Chine et l'économie chinoise parfaitement, mais aussi quelqu'un qui a une approche plus large que l'approche économique. Alors moi, quand j'étais en Chine la dernière fois, c'était en 2015, tout le monde parlait du danger, du ralentissement. On était encore à 6,5-7% de croissance, mais tout le monde s'inquiétait d'une possibilité donc, du ralentissement, de la surchauffe, de l'inflation, etc. Où en sommes-nous maintenant, aujourd'hui? Et aussi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est votre approche que vous décrivez dans votre livre de la Chine nouvelle. Quelles sont les tendances maintenant? Merci. Alors, c'est pas moi qui vais vous répondre, mais c'est le président de la République. C'est-à-dire le président de la République qu'on va élire dans 15 jours et qui se réveille le lundi matin à l'Élysée et qui doit prendre l'avion pour aller voir Mme Merkel à Berlin. Et en fait, il se réveille et il dit « j'ai pas envie d'y aller, parce que je sais très bien ce qu'elle va me dire. Et ça va pas m'aider. Et par contre, il faut absolument que je réforme ce pays. Donc la question que je me pose, c'est quel est le pays qui, au cours des 30 dernières années, s'est le plus réformé? Et ce pays, c'est la Chine. Donc le président de la République appelle le secrétaire général de l'Élysée en disant « vous appelez Berlin, on annule. Vous appelez Pékin, on débarque dans 12 heures. »
Et ce que je veux, c'est que vous me trouviez un non-expert, donc pas ces gens qui sont sur ce podium, mais un non-expert, c'est moi, à qui je vais pouvoir poser toutes les questions que j'ai envie de soulever sur la Chine. Et en fait, au fil de ces 12 heures d'avion, le président se rend compte que la Chine vit véritablement un temps révolutionnaire. Et c'est une triple révolution. Une révolution politique, on a commencé à toucher un mot dessus. Deuxièmement, une révolution économique. Et troisièmement, ce qui n'est pas dans le titre de la conférence, donc j'ai une grande critique à émettre, parce que c'est la plus importante, la révolution sociétale. Alors, la révolution politique, c'est quoi? C'est que Xi Jinping réforme une dictature en démocrature à une époque où nous n'arrivons pas à réformer notre démocratie qui ne marche plus. Et cette dictature transformée en démocrature, c'est à la fois par le bas, par 700 à 800 millions de personnes qui, sur les réseaux sociaux, tous les jours, dénoncent tout ce qui ne va pas et mettent une pression populaire, ce qui fait que le gouvernement est obligé d'entendre sa population. C'est le côté démocratique. Le côté dictatorial, c'est que l'équivalent chez nous, ce serait le 49.3, le gouvernement n'écoute plus, ne demande plus à sa population comment il faut faire pour prendre des mesures impopulaires. Et pour faire ça, vous êtes obligé d'introduire une méritocratie à la tête. Et là où ça devient très compliqué en Chine, c'est qu'avec Xi Jinping, en fait, ce que vous avez décrit tout à l'heure, la lutte historique à l'intérieur du Parti communiste entre réformateurs, la clique de Shanghai, et conservateurs, la jeunesse de la Ligue communiste, est en fait troublée par l'arrivée des princelings, qui sont les enfants héritiers de la garde rapprochée de Mao, y compris le pouvoir économique. Ce sont nos 200 familles, qui en fait en Chine sont entre 3 000 et 5 000, et qui souhaitent prendre aujourd'hui le pouvoir politique pour introduire la méritocratie. Donc nous avons un mariage à trois, et on sait très bien que les mariages à trois, c'est toujours très instable, et on ne sait pas comment ils vont tourner. Donc situation extrêmement instable, c'est la raison pour laquelle Xi Jinping est obligé aujourd'hui de resserrer politiquement le pays beaucoup. Mais ça intéresse le président parce qu'il se dit qu'il y a vraiment une réforme. Sur le plan extérieur, il note que M. Donald Trump a broyé la main de M. Abe, Premier ministre du Japon. Il a refusé de serrer la main de Mme Merkel. La seule main qu'il a respectée, c'est celle de Xi Jinping. Donc le monde multipolaire que nous avons est en fait un monde bipolaire si l'Europe ne réagit pas. Et ce qui frappe beaucoup ce président, c'est que, parce qu'il a une perspective un peu historique, il se souvient que quand Ronald Reagan avait été élu, il avait fallu 18 mois pour normaliser les relations entre la Chine et les États-Unis. Quand Bush Junior avait été élu, il avait fallu 6 mois. Là, il n'a fallu qu'1 mois pour que Donald Trump envoie une lettre d'excuse. Donc, le temps travaille pour la Chine. Donc, ça intéresse le président parce qu'il se dit finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi les ingrédients d'un homme politique chinois? C'est la vision, la détermination et les tripes. La vision, c'est la Chine 2049, premier pays au monde devant les États-Unis. La détermination, c'est la réforme est une valse à 3 temps, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais j'avance. Et troisièmement, les tripes, c'est que chaque fois que je prends une décision, c'est l'héritage de Lee Kuan Yew de Singapour, je prends systématiquement la décision la plus courageuse, parce que c'est la meilleure. Donc ça intéresse déjà beaucoup le président. Seconde révolution, c'est la révolution économique, où le digital, Internet, progresse 2 fois plus rapidement en Chine que dans le reste du monde, y compris les États-Unis. C'est 10% de l'économie, alors que ce n'est que 5% chez nous ou aux États-Unis. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que ce vol de 12 heures, en fait, est un vol d'1 siècle. Le président change de siècle en 12 heures, comme moi, je change de siècle chaque fois que je prends l'avion de Paris pour Hong Kong où je réside. Parce que je quitte Paris, qui est une ville du XXe siècle, où je vis très bien entouré de 700 millions de privilégiés occidentaux, américains et européens. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Et j'ai atterri à Hong Kong et je suis entouré de 7 milliards d'habitants planétaires. Donc c'est pour ça que je suis aussi excité quand j'arrive à Hong Kong, c'est que le monde fait x10. Je vis dans un monde qui passe de 700 millions à 7 milliards. Alors le petit inconvénient, c'est que si je veux effectivement vivre dans un monde de 7 milliards, il faut que je réduise la structure de coût de toutes les activités économiques d'entre 1 à 5 ou 1 à 10, parce que 7 milliards de gens ne peuvent pas vivre comme 700 millions. Et la seule chose qui vous permet de faire ça, c'est la technologie et c'est le digital. Donc ce qui intéresse beaucoup le président de la République, c'est qu'il voit que ce que les Chinois ont fait dans le commerce électronique, où la Chine représente la moitié
du commerce électronique mondial. Il voit ça venir dans ce qu'on appelle les fintechs, les technologies financières qui vont révolutionner la banque et l'assurance. C'est la compagnie Alibaba qui a fait le 11 novembre 100 millions de prêts à des individus en une journée. Aucune banque au monde ne savait faire. Il voit que ça va venir dans l'Internet des objets, il voit que ça va venir dans la voiture connectée, la voiture électrique. Donc ce président est absolument passionné par voir comment cette nouvelle Chine est en train de révolutionner le monde. Et puis la troisième révolution, celle que vous avez oubliée dans le titre de cette conférence, mais enfin merci quand même d'être venu, c'est cette révolution sociétale, et qui est un peu l'histoire de tous ces romans qui commencent par deux histoires complètement indépendantes, et on ne comprend pas, et c'est à la page 70 qu'elles se rencontrent et qu'on comprend ce qui se passe. Sur le plan sociétal, il y a deux événements historiques. Le premier, c'est une politique de l'enfant unique pendant 30 ans, à une échelle sans précédent, qui fait que la Chine aujourd'hui n'a que des enfants uniques. Elle a été implémentée en 87, nous sommes en 2017, donc ces gens commencent à avoir 30 ans. Ils commencent à impacter la société. Et puis la seconde histoire, c'est que vous avez cette digitalisation à marche forcée, qui fait qu'un mode de communication qui était historiquement complètement vertical, parce qu'il était confucéen avec, s'il y a des militaires dans la salle, vous comprendrez, parce que vous y êtes habitués, il y a un ordre et j'y obéis. Avec Internet, votre mode de communication devient horizontal. Vous parlez à des gens sur les réseaux sociaux sans aucun rapport hiérarchique. Donc, en termes concrets, ça veut dire que vous avez une population de gens d'une jeunesse complètement paumée, qui n'a plus de colonne vertébrale, dont la valeur fondamentale qui était la famille, en fait, s'écroule, parce que la famille, ce n'est pas de frères ni sœurs, ce sont 2 parents et 4 grands-parents dont il faut s'occuper tout seul et qui sont un fardeau. Et ça intéresse beaucoup le président parce qu'il se dit « j'ai en face de moi une nation qui paraît très forte, mais qui en réalité est paumée, est en quête de valeur et de sens ». Et Xi Jinping a le génie d'introduire le nationalisme, qu'il mélange à la religion, et on sait que ce qui change l'humanité, c'est le nationalisme et la religion, et là en Chine, vous en avez 2 pour le prix d'un. Et il dit, ce qui me frappe, c'est que ce nationalisme, il est très positif. Et il se souvient de la campagne électorale qu'on a eue, où le nationalisme, l'européanisme a été présenté uniquement de manière négative. La défense contre les migrants, la défense contre la technologie, la défense contre la robotisation. Et il se dit, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce pays, c'est qu'il résonne en positif. Donc il a devant lui un pays extrêmement neuf, qui sent extrêmement instable, mais qui, et vous voyez, si vous reprenez l'aspect politique, l'aspect sociétal, l'aspect économique, à chaque fois c'est Internet qui change complètement. Et donc le président ressort en disant « Je comprends bien maintenant que nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, nous vivons la révolution industrielle, et il va absolument falloir que je fasse rentrer mon pays, la France, au XXIe. Alors comment je vais le faire ? C'est tout simplement que cette Chine, dont je vous ai dit qu'elle a beaucoup d'avantages, a également beaucoup de pieds d'Achille. Et le principal, c'est la productivité. C'est que la productivité et je viens enfin, je suis désolé, je suis très long dans ma réponse, mais je viens enfin, c'est un peu comme Georges Marchais, je finis par répondre à votre question, mais j'ai d'abord dit ce que je voulais dire. Sur le plan économique, la productivité n'est pas là, elle ne peut venir aujourd'hui que de la technologie et des services, et c'est nous qui l'avons. Ce sont nous les Occidentaux. Et nous avons un cadeau extraordinaire qui nous est fait par Donald Trump, qui dit à la Chine, vous ne pourrez plus rentrer aux États-Unis. Donc nous avons, nous, Europe, une chance extraordinaire pendant ce quinquennat, parce que les Chinois ne vont pas nous attendre, de construire ce que j'appelle une nouvelle route de la soie digitale, en disant aux Chinois, si vous voulez de la technologie, si vous voulez des services, si vous voulez de la productivité, eh bien en fait, nous sommes tout à fait, dans tout un tas de domaines, nous sommes tout à fait les égaux des Américains. Nous avons raté la première manche de la révolution digitale parce que les États-Unis systématiquement ont acheté nos sociétés, nos pépites, dès qu'elles ont commencé un peu à croître, parce qu'ils avaient l'effet d'échelle de leur marché. Là, vous nous offrez les effets d'échelle de votre marché, allions-nous. Mais par contre, on va faire des transactions qui vont être un peu plus équilibrées que dans le passé. Et voilà pourquoi le président de la République est extrêmement enthousiaste, et quand il va aller voir Xi Jinping à l'arrivée, il va parler de puissance à puissance. Merci beaucoup.
L'aspect sociétal n'est absolument pas oublié. Moi-même étant d'horizon ethnique de la sociologie politique, je ne peux pas nier l'importance de la société. Mais bon, parce que vous savez, on n'a pas beaucoup de place sur la Non, mais je suis quand même venu, donc je ne vous en veux pas. Merci beaucoup. Alors maintenant, je me tourne vers Justin, qui a, je pense, raisonnablement plus de chances que nous tous autour de cette table d'être dans l'avion du futur président. En tout cas, je l'espère, parce que je me sentirais rassuré. Est-ce que, Justin, bon, 2 questions. Premièrement, est-ce que tu penses que c'est en Chine qu'il faut aller, avant tout? Et ensuite, puisque tu es spécialiste des États-Unis, et notamment de la politique extérieure des États-Unis, comment tu vois... parce qu'on a tout vu en 90 jours avec la présidence Trump. On a vu les déclarations très tonitruantes, l'appel au président de Taïwan, ensuite la nomination comme secrétaire de commerce de quelqu'un qui ne pouvait pas vraiment plaire aux Chinois, et soudainement une espèce d'amorce de détente, réhabilitation de Kissinger, enfin des idées de Kissinger via peut-être Jared Kushner, etc. Comment on peut, cantonner à la tête du CAPS, prospecter la politique américaine et l'évolution de rapports entre ces 2 grandes puissances? D'abord, merci à toi et à l'HEDN pour l'invitation et l'occasion de faire le point sur un dossier qui est vraiment, vraiment compliqué. À mon avis, Pékin doit être à peu près dans le même état de perplexité que les observateurs de l'administration Trump de ce côté-ci du monde. Je pense que pour la première fois depuis longtemps, Pékin n'a pas souhaité voir le républicain gagner alors qu'il n'avait pas d'affection particulière pour Hillary Clinton, et ça remonte à loin, ça remonte aux années 90, mais pour la première fois, il y avait une sorte d'hésitation, de scepticisme, voire d'abouli devant le mystère Trump. Et je dois dire que depuis, les choses n'ont fait que ce mystère n'a fait que s'épaissir, à cause du chaos qu'on a vu prévaloir dans l'administration Trump. Alors, pour simplifier un peu le propos et un peu pour brûler mes vaisseaux, je dirais que tout ça, cette interaction qu'on a vu jouer dans les 100 premiers jours, qui sont presque finis maintenant, de l'administration Trump, va plutôt, à mon avis, dans le sens d'un affaiblissement stratégique des États-Unis, parce que le spectre, évidemment, qui menace d'un point de vue géopolitique, stratégique, c'est celui d'un découplage entre l'Amérique et ses alliés de la région, Taïwan, Corée du Sud, Japon en particulier, et qui conduit ce découplage, c'est-à-dire la peur de ne plus avoir la garantie américaine, qui conduit ces alliés-là à prendre leur propre réassurance, soit de se renforcer sur le plan militaire, comme le Japon, et de tisser des liens entre eux, soit d'essayer de façon de façon très très volontariste de maintenir et de revivifier cette alliance avec les États-Unis. Alors, pour répondre à ta question, non, moi je ne pense pas qu'il faille aller prendre des idées sur la gestion de la société en Chine, ça vraiment pas du tout. En revanche, ce qu'il faut faire avec la Chine, et la raison pour laquelle le futur président ou la future présidente devrait aller en Chine, c'est de bien percevoir que c'est pour, disons, saisir une opportunité ou une promesse en le faisant les yeux grands ouverts. Cette opportunité ou cette promesse, c'est le constat que le système international, qui a été profondément bouleversé par la montée en puissance des pays émergents au cours des années 2000, c'est ça qui s'est passé pendant les années 2000, pendant que Bush était occupé à chasser les terroristes à Fallujah ou à Tora Bora en Irak ou en Afghanistan, c'est la montée en puissance de la Chine, mais aussi de l'Inde, du Mexique et des autres, et que tout cela a créé un système international un peu plus égalitaire et qui ne fonctionne pas de la même façon qu'auparavant. Et que pour les électeurs américains, en particulier ceux qui ont donné disons, le coup de pouce final à Trump, les électeurs de la Rust Belt, Wisconsin, Michigan notamment, Pennsylvanie, au fond, ce système international ne fonctionne plus suffisamment à leur profit,
parce qu'ils ont vu tous les emplois manufacturiers disparaître, disent-ils à cause du NAFTA, c'est-à-dire de l'accord avec le Mexique et le Canada, ou à cause de la Chine. Bon, en réalité, c'est beaucoup à cause de l'automation, mais bon, peu importe, c'est aussi dû aux accords commerciaux, et ce sont les accords commerciaux qui sont visés, donc la concurrence chinoise, parce qu'ils en ont assez de maintenir l'ordre libéral international pour le grand bénéfice de la Chine. Hein, c'est quand même ça tout le paradoxe. La montée en puissance extraordinaire de la Chine des 20 ou 30 dernières années s'est faite dans un monde américain, dans un monde garanti en dernier ressort par Washington, dont les règles, dont la stabilité, dont l'ouverture des voies commerciales a été garantie par Washington. Or, se révoltant donc contre les coûts de ce maintien de l'ordre, les Américains ont porté au pouvoir Donald Trump, qui lui-même dit que tout ce système ne fonctionne plus au bénéfice des États-Unis, qu'il faut revoir les accords commerciaux, qu'il faut revoir la garantie de sécurité que l'Amérique est bien gentille de donner aux Européens, aux Sud-Coréens, aux Taïwanais, aux Japonais et aux alliés du Golfe, et que, au bout du compte, donc il faut cesser d'être comme ça naïf et de maintenir cet ordre libéral international et, au contraire, jouer de façon unilatérale pour rétablir une hégémonie américaine ou une domination américaine qui fonctionne pour les Américains eux-mêmes. Et c'est là qu'arrive la Chine, parce que la Chine a besoin de cet ordre, en tout cas international, sinon libéral, mais libéral au moins dans le sens économique, dans le sens commercial. La Chine est le premier partenaire commercial d'une majorité des pays au monde. Elle a des investissements partout dans le monde, en Amérique centrale, en Afrique et ailleurs. Elle a absolument besoin qu'il y ait un certain ordre. Et donc, elle ne peut que s'inquiéter de l'idée que cet ordre serait remis en cause. Et le discours de Xi Jinping à Davos, c'est à la fois le fait de saisir une opportunité. À Davos, vers le 20 janvier, à peu près au moment de l'inauguration de Trump, ou quelques jours après, Xi Jinping a fait un discours dans lequel il essayait de positionner en quelque sorte la Chine comme championne du libre commerce et de la défense de l'environnement. Bref, les grandes causes globales, qui sont aussi celles de l'Europe, que Trump semblait rejeter et, ce faisant, remettre en cause, encore une fois, l'ordre libéral international. Alors là où je dis qu'il y a une opportunité, c'est que ces quelques signaux qui s'expliquent par la dépendance dans laquelle se trouve la Chine du fonctionnement correct de cet ordre international pour son approvisionnement en matières premières et surtout pour ses ventes, ses exportations, etc., dessinent un champ possible de coopération, encore une fois, sur les questions climatiques sur lesquelles la Chine est devenue par nécessité beaucoup plus sérieuse qu'en tout cas les républicains et l'administration Trump, et éventuellement même sur le commerce, sans parler de la sécurité. La Chine est maintenant le premier pourvoyeur parmi le P5, parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité en casque bleu. Sa contribution à l'ONU a considérablement augmenté, etc. Et donc, la raison pour laquelle un président devrait aller à Pékin, c'est plutôt ça, c'est de façon très réaliste et et je dirais les yeux grands ouverts, en ayant bien conscience aussi de tous les effets de remise en cause de l'ordre régional, la violation des règles en mer de Chine du Sud, des violations évidemment de droits de l'homme. Tous ces 700 millions de citoyens cyber sont évidemment surveillés par quelques millions de censeurs du Parti communiste chinois. Donc c'est tout de même un phénomène un peu à double tranchant. Et puis de voir de façon réaliste ce qui est possible de faire avec cette Chine. Alors je reviens un petit peu sur les relations sino-américaines, parce que, au fond, dans la campagne, qu'est-ce que disait Trump ? Pour Trump et dans le monde de Trump, la Chine, c'est le vrai ennemi, en fait. Parce que le vrai ennemi, il a toujours habité un monde, Trump, qui était un monde géoéconomique et pas un monde géopolitique. Et le vrai danger, c'est la concurrence chinoise, la concurrence économique chinoise. L'URSS et la Russie n'ont jamais été ou ne sont pas des concurrents économiques. C'est toujours été pas des nains économiques, mais presque. Et donc, en ceci, la Chine ou l'Allemagne, dans une moindre mesure, sont les véritables dangers, si l'on met à part, évidemment, les questions de terrorisme islamiste, qui est évidemment l'autre grand danger. Et donc, une rhétorique très dure contre la Chine, qui a payé électoralement, la menace de mettre des tarifs douaniers de 35 ou 45% sur les exportations chinoises à direction des États-Unis, l'accusation de manipulation du yuan, de la monnaie, etc. Et puis, autour de lui, un certain nombre de gens, comme Peter Navarro, qui est maintenant qui a un poste à la Maison-Blanche, même si ce n'est pas le poste le plus important, Wilbur Ross, qui est un
secrétaire au commerce, ou Robert Lighthizer, le négociateur en chef, l'USTR, qui disent quoi? Qui disent que tout a basculé en 2001 lorsque la Chine est rentrée dans l'OMC et que la concurrence chinoise s'est fait sentir sur l'économie américaine et que dans les 30 années qui ont précédé 2001, la croissance américaine était en moyenne 1,6 points supplémentaires par an de croissance, 1,6 de croissance supérieure à ce qu'elle a été depuis, c'est-à-dire entre 2001 et 2016, le moment où pendant la campagne où ils ont parlé. Et ce 1,6 de croissance est dû à divers facteurs, explique-t-il, notamment Navarro et Ross, dans un papier qui date de septembre dernier. Ils disent c'est trop de régulation, trop de taxes, trop d'impôts, mais c'est aussi et surtout des accords commerciaux inégaux, voire iniques, et ça c'est toute la faute de Clinton et de l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001. Et donc, je résume beaucoup leur papier, mais on peut le trouver facilement en ligne, il faut conduire une guerre contre la Chine, une guerre commerciale essentiellement, contre la Chine, et nous allons souffrir, mais nous allons la gagner, et cela rétablira des relations plus saines entre les deux pays. Donc c'est la conviction qu'il faut conduire une guerre et que la Chine souffrira davantage dans cette relation d'interdépendance. Bref, que la Chine est plus interdépendante, si on peut le dire, que les États-Unis. J'ajoute que si vous voulez regarder un exemple de ça qui est tout à fait fascinant, il est facile de regarder sur Internet, puisque elle est sur YouTube en accès gratuit, la vidéo Death by China de Peter Navarro, donc qui est auprès de Trump maintenant. Ça dure 1h10 à peu près. C'est un documentaire qui explique, alors qui commence par cette image très frappante d'un poignard chinois qui transperce le cœur de l'Amérique et le sang gicle, etc. C'est très imagé, mais c'est très sérieux en même temps et c'est très efficace aussi. Si vous tapez simplement Death by China, la mort par la Chine, vous verrez un petit peu l'idée, et c'est très détaillé. Ça explique comment la Chine s'est servie de ses avantages en termes environnementaux, pour avoir un avantage comparatif. Elle pollue son pays et la planète pour avoir un avantage comparatif, sa monnaie évidemment, le child labor, le travail des enfants, le travail des prisonniers, les normes sociales, les accords commerciaux inégaux, la pression géopolitique sur les alliés, etc. Donc voilà comment se présente Trump. Et tout ça explique ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la méfiance américaine vis-à-vis de Trump. Et donc, on semblait passer, au moment de la campagne, d'un mélange d'endiguement et d'engagement, qui a toujours été, dans des proportions variées, la politique américaine, depuis le rétablissement des relations dans les années 70, Nixon et Carter ensuite pour le rétablissement des relations diplomatiques, à une hostilité, fondamentalement, avec plutôt un rapprochement vers la Russie. C'était ça qu'on voyait dans la campagne, et puis une priorité à l'économique et non plus au stratégique. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il s'est passé des choses très contradictoires et assez difficiles à analyser. Alors il y a eu l'épisode du 2 décembre où le président Trump a accepté un appel de Tsai Ing-wen, donc la présidente de Taïwan, le félicitant pour sa victoire, qui est évidemment une rupture de la règle instituée en 1979, donc au moment de la reconnaissance diplomatique officielle de la Chine par les États-Unis, c'est-à-dire la One China Policy, la politique d'une seule Chine, ce qui est donc vraiment aux yeux des Chinois un sacrilège, suivi de 2 tweets le dimanche, c'est-à-dire 2 jours après, attaquant la Chine sur le yuan et sur ses actions en mer de Chine du Sud. Et puis quelques jours après, un peu comme un geste d'apaisement, la nomination de Terry Branstad, le gouverneur de l'Iowa, comme ambassadeur, qui est un vieil ami, ou en tout cas une vieille connaissance de Xi Jinping. Donc on avait l'impression, au moment de l'interrègne en quelque sorte, de voir une politique chinoise qui était l'application des principes de Trump, c'est-à-dire the art of the deal, c'est-à-dire en gros on ouvre de nouveaux sujets de négociation qui n'étaient pas sur le tapis, on tape l'adversaire dans la figure, ensuite on lui tend la main pour dire discutons. C'est un peu l'impression qu'on avait. Simplement, ce qu'on ne savait pas, c'est que le même jour, le 2 décembre, Kissinger, que tu citais tout à l'heure, mandaté par Trump, rencontrait Xi Jinping lui-même à Pékin, porteur d'un message disant que le président Trump serait désireux de rencontrer assez vite le président Xi. Et ça s'est fait le même jour, le 2 décembre, que le coup de téléphone
entre Trump et Tsai Ing-wen. S'ensuit un canal dont on a appris l'existence que récemment, qui est un canal Kissinger-Jared Kushner, qui est le gendre de Trump, qui est son homme de confiance et qui a un rôle officiel et officieux aussi à la Maison-Blanche. Une rencontre dans la Trump Tower entre Yang Jiechi, donc le conseiller d'État, le principale personne pour la politique étrangère en fait de Xi Jinping, l'ambassadeur chinois d'un côté et puis l'entourage de Trump pour essayer de voir comment rétablir encore en quelque sorte la confiance. Et là, les Chinois demandent un certain nombre de choses, la reconnaissance d'une seule Chine, l'adoubement en quelque sorte d'au-bord, donc de One Belt, One Road, la non-interférence américaine, etc. Toute une liste. Et en échange, ils proposent de façon très, très pragmatique et ayant compris le fonctionnement de Trump, de faire des investissements massifs, notamment dans la Rust Belt dont je parlais tout à l'heure, et au fond une sorte d'adoucissant ou d'adoucissant pour faire passer cette acceptation, disons, d'autres. Bon. Ça ne débouche pas pendant tout le mois de décembre et début janvier, lorsque Rex Tillerson, donc le secrétaire d'État qui est nommé, fait ses auditions, il dit notamment que ce qui se passe en mer de Chine du Sud et n'est pas acceptable. Il le compare à ce qui se passe en Crimée, à l'annexion de la Crimée, et annonce que les États-Unis bloqueront l'accès de la Chine aux îles ou aux îlots ou aux îles artificielles qu'ils ont construits sur les récifs. Donc quelque chose d'extraordinairement agressif. Donc bref, tout ça crée une situation de froid qui, en dépit du back-channel, donc Kissinger-Jared Kushner, aboutit à une véritable bouderie des Chinois vis-à-vis de Trump, qui commence à inquiéter sérieusement la Maison-Blanche. Et il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a pas de lien direct entre Trump et Xi Jinping entre le 14 novembre, donc quelques jours après l'élection de Trump, et le 9 février 2017. Donc, aucun contact. Les Chinois refusent tout contact à haut niveau avant que Trump ne fasse machine arrière. Et c'est finalement, semble-t-il, d'après les échos qu'on a eus, Jared Kushner, qui convainc finalement son beau-père de faire machine arrière et de reconnaître la One China Policy. Et Trump donc baisse son pantalon et reconnaît la One China Policy, la politique d'une seule Chine, juste avant la visite de 3 jours de Shinzo Abe à Washington et ensuite à Mar-a-Lago. Ce qui se passe ensuite continue à souffler le chaud et le froid, en quelque sorte. On a par exemple une visite de Tillerson à Pékin pour préparer le sommet de Mar-a-Lago dont parlait Jean-François tout à l'heure, le 19 mars, où il reprend la terminologie chinoise pour décrire les relations entre Chine et États-Unis, une situation de non-conflit, non-confrontation, de respect mutuel et de situation gagnant-gagnant. Comme disent les mauvaises langues, c'est une situation dans laquelle la Chine gagne 2 fois. Mais c'est le langage diplo disons que la Chine affectionne. Donc d'un côté, donc conciliation d'un côté, et puis de l'autre, position assez dure, notamment sur la question de la Corée du Nord, de façon continue sur la question de la mer de Chine du Sud, etc. Et puis, avec ce dernier aspect de mêler le chaud et le froid, qui est le lien entre le géopolitique et le géoéconomique, c'est-à-dire l'idée, et ça on le voit même dans des tweets du président Trump, l'idée que si les Chinois sont aidants sur la Corée du Nord, alors peut-être ils auront un meilleur deal commercial. Et donc et de façon constante, il y a 2 tweets du président, un d'il y a 3 jours et un d'il y a une dizaine de jours en effet. Par exemple, après la rencontre de Mar-a-Lago, donc qui a lieu le 6-7 avril, I explained to the President of China that a trade deal with the US will be far better for them if they solve the North Korean problem. Donc cette idée que au fond on négocie sur tout et que disons c'est le linkage, la vieille théorie du linkage, et qu'une concession dans un domaine peut être contrebalancée par une concession dans un autre. Donc cette rencontre de Mar-a-Lago du 6-7 avril intervient exactement entre donc le bombardement chimique près d'Idlib par le régime de Bachar el-Assad d'un côté, et puis la frappe
frappe américaine de l'autre. Et vous avez tous entendu comment Trump a raconté qu'il en avait informé Xi Jinping au moment du dessert que quelques minutes après, il allait frapper la Syrie. Alors évidemment, c'est une frappe qui a des messages, qui porte des messages multiples à Bachar el-Assad, à Poutine bien sûr, mais aussi à Xi Jinping dans le contexte nord-coréen. C'est-à-dire c'est aussi un message en fait à Kim Jong-un sur, disons, les limites à ne pas franchir. Mais, et j'ai conscience que le temps avance, et j'en finirai là, si on reste dans cette espèce de flou un peu chaotique, on ne sait pas très bien ce qui va sortir et où, à mon avis, au bout du compte, se profile plutôt un affaiblissement américain et une remise en cause, disons, de la solidité des positions américaines et de la crédibilité des États-Unis, c'est que on a vu Trump renoncer à plusieurs, disons, points de son programme, si on peut appeler ça un programme, ou en tout cas de ses déclarations passées. Alors bien sûr, il y a un processus de revue, un review process, un processus de révision des politiques en place qui a été annoncé notamment par Wilbur Ross, donc le secrétaire au commerce. Et donc on pourrait voir des choses, mais on sait qu'il y a à la Maison-Blanche une lutte entre, en gros, les idéologues, Steve Bannon, Peter Navarro, que j'ai cité tout à l'heure, Wilbur Ross, Steve Miller, Kellyanne Conway et quelques autres, d'un côté, qui sont le Trumpisme en action, en quelque sorte, les nationalistes économiques, et de l'autre, ceux qu'on pourrait appeler les adultes, c'est-à-dire l'establishment républicain traditionnel, Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor, et puis Gary Cohn, le conseiller pour les affaires économiques, qui viennent de Goldman Sachs. Donc, disons, la vieille garde, qui, eux, veulent à tout prix éviter une guerre commerciale avec la Chine, dont ils pensent que les États-Unis ne la gagneraient pas et qu'elle serait très dommageable à l'économie américaine. Et pour l'instant, il semble, à la fois sur l'affaire de la non-déclaration de manipulation de monnaie par Trump. La semaine dernière, Trump a déclaré que donc, la Chine ne manipulait pas le yuan. Et puis, sur cette histoire de mettre des taxes additionnelles de 35 ou 45% sur la Chine, pour l'instant, ce sont plutôt les traditionnalistes ou les adultes qui semblent avoir remporté la partie. De même, sur la Corée du Nord, beaucoup de bruit de bottes un peu compliqué, puisque, en gros, Tillerson et Trump ont annoncé qu'ils envoyaient un groupe aéronaval vers la Corée du Nord. Le groupe aéronaval était en train d'aller dans l'autre sens. Il a fallu une semaine pour qu'ils reviennent vers la Corée du Nord. Donc petit couac, disons, dans cette politique étrangère. Mais en gros, une politique étrangère beaucoup plus conventionnelle pour le moment, en tout cas, une sorte de digestion de Trump par l'establishment et, vu de loin, un certain retour à ce qui constituait la politique étrangère américaine classique, c'est-à-dire ce fameux mélange d'engagement et d'endiguement. Voilà, on en est là. Simplement, disons, il y a eu quand même plusieurs pas de recul, notamment sur One China. Pourquoi s'être avancé comme ça sur le coup de téléphone à Tsai Ing-wen si c'est pour reculer ensuite? Pourquoi s'être avancé sur les tarifs si c'est pour reculer ensuite? On voit mal quels sont maintenant, dans le rapport de force, les atouts de Trump et comment il peut vraiment faire valoir les points qu'il souhaite faire valoir sur le commerce, les investissements, etc. Et je termine, c'est vraiment ma dernière phrase là-dessus. La seule chose qu'on est à craindre, c'est que, en effet, il y a un retour du Trumpisme actif et, disons, de la volonté de Trump d'instaurer un rapport de force plus favorable aux États-Unis, et que, en effet, ce fameux deal avec Xi Jinping ait lieu et qu'il se fasse au détriment des Européens, en particulier pour ce qui est de la politique commerciale et d'investissement chinoise, qui est une autre raison pour laquelle le prochain président aurait intérêt à aller, pas en premier, certainement pas, mais peut-être en deuxième ou en troisième, à Pékin. Merci beaucoup. Merci Justin de cette analyse. Je note quand même que c'est extrêmement rassurant d'avoir dans l'administration américaine donc cette dichotomie entre les adultes et les adolescents. Et également remarquer que là, c'est le géoéconomique qui prime dans la pensée de Trump. Ça me fait penser à une interview qui a été récemment rappelé qu'il a donné dans les années 80, où il considérait que c'était le Japon et l'Allemagne qui étaient les ennemis principaux des États-Unis, parce que c'était les pays qui, à l'époque, profitaient de plus de la globalisation économique. Alors maintenant, je me tourne vers les autres participants au panel et je leur donne à chacun 1 minute
s'ils veulent, hein, c'est pas obligé, 1 minute, 1 minute et 30, pour revenir sur ce qui a été dit par les autres intervenants. Est-ce que Jean-François Oui, je pense que l'important, c'est aussi de laisser la parole très vite à ce public nombreux qui nous a fait l'honneur de venir. Juste pour reprendre d'une certaine façon sur qui est Trump et à quoi joue-t-il. Moi, il me semble qu'effectivement, il nous déroute au sens où il joue en dehors des règles de la diplomatie, même s'il a une administration, et effectivement, il a une administration adulte, ou en tout cas responsable, parce que simplement, sa temporalité à lui, c'est une temporalité, si j'ose dire, de businessman. C'est-à-dire c'est une temporalité où l'instant compte, parce que l'instant dans lequel on est va conditionner l'instant d'après. Alors ça peut faire des catastrophes, hein, je pense qu'on est tous d'accord, mais ça peut faire aussi ce que les stratèges chinois appellent des situations stratégiques nouvelles. Et à partir d'une situation stratégique nouvelle, on peut faire émerger quelque chose qui n'est jamais arrivé avant. Alors, c'est probablement pas le mérite inné et profond de Trump, c'est peut-être une sorte d'accident parce qu'il n'a pas l'habitude de traiter avec les mêmes termes que nous, mais néanmoins, il a fait arriver des choses. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est son mérite, mais je pense qu'il faut aussi être sensible à travers ce côté déroutant à l'endroit d'où il vient, et puis aussi à cette volonté de créer de l'incertitude. Rappelons-nous quand même que pendant 30 ou 35 ans, nous nous sommes toujours émerveillés de l'incertitude dans laquelle la Chine nous plongeait d'une certaine façon, parce qu'on disait on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, bien sûr, de façon péjorative, on dit on n'a jamais vu ça. Mais l'incertitude a changé de camp et c'est peut-être aussi générateur de nouvelles situations. Qui veut réagir ? Oui. Moi, j'essaie de rendre des problèmes très compliqués, très simples. Monsieur Trump est un Chinois. Monsieur Trump est un ripou d'immobilier, donc ça, il y en a plein en Chine. Monsieur Trump, à 3 heures du matin, vous envoie un tweet en disant « Vous n'avez plus d'usine ». On y était habitué à Pékin, mais on n'y était pas vraiment habitué aux États-Unis. Et monsieur Trump vous dit, avec ses copains, nous avons 35 milliards de dollars le premier jour de mon mandat. C'est à nous de nous enrichir un maximum. Le conflit d'intérêts privés et publics n'a jamais été aussi flagrant. Et encore, c'est quelque chose auquel on est complètement habitué en Chine. Faire du business avec le gendre, vous savez qu'en Chine, c'est très fréquent. Aux États-Unis, on n'était pas prévu. Donc quand M. Xi Jinping arrive en Floride, il n'a aucun choc culturel. Et M. Trump rend un hommage fantastique à Mao, qui disait des États-Unis à mépriser pour leur stratégie, à respecter pour leur tactique. Donc, il y a un agenda différent. Jean-François l'a dit. Vous avez d'un côté quelqu'un qui dit « Je suis là pour 30 ans parce que Kongratiev, ce sont des cycles de 30 ans. » Il y a eu un cycle de 30 ans de Mao qui a détruit la Chine. Il y a eu un cycle de 30 ans de Deng Xiaoping qui a remis la Chine sur l'échiquier. Et moi, j'ai un cycle de 30 ans pour rendre la Chine puissance numéro 1. Et M. Trump a un agenda qui est très différent, qui est nous partons avec 35 milliards de dollars au début, et en 4 ans, on va voir combien on aura arrivé. L'exemple très concret que vous avez, c'est l'industrie environnementale, où M. Trump prend une décision totalement contraire à son pays, en disant il n'y a pas de problème climatique, donc il va tuer l'industrie environnementale américaine, qui est une industrie absolument clé pour le XXIe siècle. En Chine, vous n'auriez jamais un gouvernement qui prendrait une décision contraire au pays pour ses propres intérêts privés. Vous aurez des gens qui vont prendre une décision dans l'intérêt du pays sans oublier leurs intérêts privés. Et ça, c'est la grande différence, c'est ce qui me frappe le plus, moi, depuis 5 ans, c'est qu'en Chine, vous avez un pays qui est dirigé par des vieux, pour les jeunes, et qu'en Occident, nous avons des gouvernements de vieux, pour les vieux. Et ça, c'est une différence absolument fondamentale. Merci beaucoup. Maintenant, j'ouvre, à moins que tu veux rajouter quelque chose.
Oui, vas-y. Un tout petit détail que j'ai oublié de citer, c'est que pour bien montrer que le sujet de Trump, c'est la géoéconomie, il a commencé son mandat en tuant le TPP, qui était donc le Trans-Pacific Partnership, qui était le grand projet, la clé de voûte du projet asiatique d'Obama et qui visait à isoler la Chine, c'est-à-dire à recréer un cadre, disons, d'échanges commerciaux plus exigeant avec des alliés des États-Unis essentiellement, et qui était vu comme une façon géoéconomique ou économique, commerciale, de faire pièce à la Chine. Et donc Trump, à mon avis, se tire dans le pied en annulant le TPP et montre que pour lui, le sujet, c'est celui-là, et qu'il est prêt à se servir d'autres instruments pour faire avancer ses objectifs. Merci. Alors maintenant, la salle peut poser des questions. Évidemment, vous levez le bras et vous présentez si vous pouvez. Voilà, monsieur. Est-ce que la Chine a réellement intérêt à avoir la réunification des deux Corées ? D'accord, merci. Je vais peut-être prendre 2 autres questions, comme ça il y aura un panel de questions, monsieur. Oui, bonjour messieurs. Je voulais savoir si, compte tenu de l'expansionnisme et les réductions de territoire de la souveraineté chinoise au cours des siècles derniers, comme ce pays se voit là, en 2050, vous avez parlé de 2049, je crois, en 2050 environ, se voit la première puissance mondiale, dans quelle cela implique, dans quelle limite territoriale. Est-ce que on peut prévoir une extension durable comme réalisée depuis près de 70 ans au-dessus de la Grande Muraille, ou est-ce que ça va être réduit aux dimensions les plus minimales qui était conçue comme infranchissable à l'époque, dans les siècles passés, celle de la Grande Muraille. Merci. Je prendrai une dernière question du premier panel de questions. Alors, condition, voilà, derrière. Bonjour. Pourriez-vous nous éclairer sur la problématique des Ouïghours et l'impact que ça a autant sur la politique que l'économie chinoise et les relations extérieures? Merci beaucoup. Donc nous avons 3 questions assez différentes qui souhaitent répondre. Donc l'intérêt de la réunification. Oui, Justin. Non, la Chine, dans l'état actuel des choses, la Chine n'a aucun intérêt à la réunification des 2 Corées, dans la mesure où ça se ferait sur les termes de la Corée du Sud, et que donc ça signifierait donc une expansion donc de la Corée du Sud et donc de son allié américain jusqu'aux frontières terrestres de la Chine, et ce serait une catastrophe. Le premier objectif de Pékin, c'est d'éviter cette situation. La raison pour laquelle ils sont tellement opposés au système antimissile THAAD qui est en train d'être mis en place pour protéger la Corée du Sud et les troupes américaines qui demeurent en Corée du Sud, plus de 30 000, c'est précisément d'éviter le plus possible la présence américaine, et c'est un objectif de long terme que de faire diminuer cette présence américaine. Autrement dit, les Chinois sont pris entre, d'un côté, la volonté de ne pas, disons, l'irritation face à ce que fait Kim Jong-un, qu'ils ne contrôlent pas, sur laquelle ils ont une certaine influence, mais qu'ils ne contrôlent pas, et donc une irritation à le voir faire ces provocations, parce que ces provocations justifient ou expliquent la présence américaine et la défense accrue et la présence accrue des Américains d'un côté, et puis la volonté de ne pas trop l'embêter pour pas que le régime s'effondre et pour éviter justement qu'il y ait une situation qui appelle encore plus de présence sud-coréenne et donc derrière elle américaine. Sur l'espace chinois, Jean-François. Je pense que David et moi, on a pas mal échangé sur ce sujet. Je pense qu'il y a 2 façons de répondre à la question. Je pense que la question, elle est avant tout... la question a été posée surtout à propos de la Chine en tant que pays, mais il y a aussi 2 façons de répondre à la question. La Chine est à la fois un pays qui joue dans un jeu international, et donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a effectivement une politique internationale de la Chine qui est expansionniste ou qui regarde des intérêts au-delà de sa sphère régionale d'influence ou de ses intérêts nationaux. Et puis il y a une autre réponse qui est une réponse
qui ne s'adresse pas à la Chine en tant que pays, mais qui s'adresse à la Chine en tant que civilisation. Donc la première réponse que moi je suis tenté de donner, c'est qu'il est clair que pendant plus de 30 ans, et ça n'est pas fini, les dirigeants chinois ont été obsédés par quelque chose qui est au centre de la pensée politique chinoise depuis l'Antiquité, qui est la prospérité du pays. Fuguo. Un pays doit être prospère avant tout, c'est dans tous les livres confucéens depuis toujours. Et donc, avant de se préoccuper de savoir ce qui se passe dehors, il faut d'abord être sûr que ça se passe bien chez soi. Donc, il y a une construction mentale du dirigeant chinois qui fait que c'est pas le problème de la muraille, c'est pas pour se protéger, bien sûr, des envahisseurs, mais c'est surtout pour se protéger de la déstabilisation de la prospérité chinoise. Donc, c'est une priorité. On est peut-être en train, effectivement, de sortir de cette obsession de maintenir la prospérité chinoise, et on voit bien que le slogan d'Deng Xiaoping, se tapir dans l'ombre et cacher sa force, est en train de disparaître, mais à un rythme extrêmement lent. Donc, aujourd'hui, on ne peut absolument pas parler d'expansionnisme chinois, et l'histoire de la route de la soie, c'est plus un objectif stratégique économique avant tout, c'est plus aussi un objectif, comme la Chine sait s'en donner à des horizons très très lointains, parce que c'est très bon d'avoir des stratégies lointaines, mais c'est certainement pas un objectif expansionniste. Et c'est pour ça aussi que je parlais de cette accélération du temps que peut-être Trump veut pousser la Chine à adopter. Mais il y a un autre versant, et je sais que David a écrit de très belles choses là-dessus aussi, sur qu'est-ce que c'est que la Chine, est-ce que c'est seulement un pays? Non, c'est aussi quelque chose qu'on a en soi. Et partout, je dirais, où on se sent chinois, y compris quand on est né chinois, et bien la Chine est. Et à la limite, la Chine n'a pas besoin d'être expansionniste, parce que si, après-demain, les uns et les autres, nous adoptons dans notre vocabulaire un mot chinois, parce que c'est très facile d'adopter un mot chinois, de la même façon qu'après 1945, nous avons adopté le chewing-gum ou un certain nombre d'éléments du cinéma américain, eh bien, c'est le très beau discours de Xi Jinping à l'UNESCO quand il est venu en 2014, où il a parlé du mélange des cultures. Eh bien, la Chine n'est certainement pas expansionniste, mais elle pense que sa culture a sa place dans le monde de demain. Et je pense que, en particulier, parce que quand on est chinois partout dans le monde, elle sera, non pas expansionniste, mais présente dans beaucoup de lieux du monde. Je ne sais pas si David veut ajouter quelque chose, qu'on a pas mal changé. Ben, sur la première question, la Corée, je dirais le statu quo arrange tout le monde. Le statu quo arrange tout le monde. Ça permet aux États-Unis de réarmer la Corée de mettre des armes en Corée du Sud en disant on peut les tourner assez facilement vers la Chine. Ça permet à la Chine de dire je vous rends service en essayant de contrôler ce fou, donc je monnaie ça contre tout un tas de choses. Ça arrange la Corée du Sud qui a regardé la réunification allemande et qui sait que quand vous annexez 20 millions de personnes qui n'ont rien, ça vous met un pays en récession pour 20 ans. Donc la conclusion concrète, c'est que c'est le réarmement accéléré de la zone de la mer de Chine. Et que si les États-Unis ne suivent pas, les Chinois diront Obama a laissé le Moyen-Orient à la Russie, Trump est celui qui nous aura laissé l'Asie. Donc je crois que c'est la conclusion qui s'impose. La seconde sur l'expansion territoriale, je lisais, vous pouvez acheter mon livre, c'est très bien, c'est un très bon livre, mais il y en a un bien meilleur qui vient d'être écrit par notre ancienne ambassadeur, Sylvie Berman, et qui rappelle que c'est en 1912 que la Chine a créé un ministère des Affaires étrangères. Avant, il n'y avait pas de quai, on vivait très bien sans Quai d'Orsay. Et donc la Chine, souvenez-vous, c'est une race supérieure. Donc, ils ne sont pas tellement intéressés à venir nous envahir. Ils sont intéressés si nous avons des choses qui servent à développer leur pays. Donc, c'est une approche très différente. Et je cite Simon Less, le meilleur sinologue des années 70, la Chine est une religion. Comme ça, il ne raisonne pas en, si vous voulez, limites géographiques. Et puis, il y a aussi un côté un peu concret. La dernière fois qu'ils sont sortis de Chine, c'était en 1979 au Vietnam. Et au bout de 3 semaines, ils ont pris une pâtée, ils sont rentrés chez eux. Merci. Joris, sur la question ouïghour, peut-être? Mais sur la question ouïghour, c'est assez édifiant ce qui se passe en ce moment. D'abord sur le terrain pour les Ouïghours, il faut dire qu'il y a un contrôle et on peut parler aussi de répression qui continue, qui s'intensifie. Ça prend, là, depuis quelques mois, c'est encore plus flagrant que d'habitude, sur le contrôle des contrôles d'identité, tout simplement, avec les Ouïghours qui doivent montrer patte blanche, des questions de passeport, de carte d'identité, de contrôle vraiment très, très difficiles. Ça veut dire aussi contrôle, répression
de tout ce que le gouvernement chinois amalgame autour de ces trois concepts, terrorisme, séparatisme et extrémisme, avec un flou conceptuel qui est entretenu et qui est utile pour le gouvernement chinois, qui en même temps joue des yeux fermés de l'Occident ou de la communauté internationale sur la communauté ouïghour. Et ça, on peut faire remonter ça à la période post-11 septembre. Donc effectivement, en année de congrès du parti, il n'est pas question de laisser la moindre chance aux groupes qui revendiquent au Xinjiang soit plus d'égalité sociale, soit plus d'autonomie, soit pour des groupes extrêmement minoritaires, soit une indépendance ou au nom de la religion, encore que voilà, on ne peut pas nier, si vous voulez, à la décharge des Chinois qu'il y a des Ouïghours qui sont entraînés en Afghanistan, qu'il y a aussi des Ouïghours qui répondent à l'appel de Daesh en Irak ou en Syrie. Ce serait vraiment de la pure mauvaise foi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une persistance de l'instrumentalisation du ressentiment ouïghour vis-à-vis de la Chine, aussi pour des raisons sociétales. Question connexe que vous souleviez, c'est l'impact économique de cette politique du pouvoir central au Xinjiang. Là, Pékin marche clairement sur des œufs, puisque on pourra encore revenir très longtemps sur le projet de la route de la soie. Si on parle uniquement de deux relations bilatérales importantes pour la Chine, c'est la relation avec le Pakistan et la relation avec la Turquie. Et la Turquie qui héberge l'une des plus grosses communautés ouïghours en exil à Istanbul. La Turquie qui s'érige en défenseur des droits des Ouïghours. Donc là, la Chine marche sur des œufs, puisque la Chine a besoin de l'alliance de la Turquie. On n'ignore pas aussi que dans ces temps politiques agités, difficiles pour Erdogan, évidemment, la Chine se garde bien de critiquer ce qui se passe en Turquie, et qui a certainement des indulgences et qui modère aussi les critiques turques sur la politique ouïghour de Pékin. L'autre relation bilatérale sensible, c'est donc avec le Pakistan, puisque dans le cadre des nouvelles routes de la soie, notamment du corridor de Gwadar, évidemment, ce port pakistanais, c'est vrai que le Pakistan peut aussi, et l'a fait également, critiquer la Chine pour sa politique à l'égard de cette minorité musulmane de langue turque. Et donc, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a un impact économique dévastateur de la politique chinoise, la politique de Pékin au Xinjiang. Pékin a toujours cette possibilité d'aller chercher des ressources, d'exploiter les hydrocarbures, de mener d'autres explorations. Le Pakistan n'est pas du tout de taille à sanctionner la Chine, et la Turquie pas du tout en situation non plus. Donc pour le moment, malheureusement pour les Ouïghours, d'un certain côté, il n'y a personne pour les défendre. Merci. Alors on va reprendre la deuxième série des questions, s'il vous plaît. Alors le monsieur au milieu. Pendant qu'on est en train de faire le tour d'horizon des relations de la Chine avec ses grands voisins, qu'en est-il des relations de la Chine avec la Russie et de la Chine avec l'Inde? Merci beaucoup. Je prends tout de suite une deuxième question avec le monsieur d'abord et ensuite. Le micro, est-ce que quelqu'un peut me passer le micro? Vous avez abordé le sujet de l'internalisation ou de la convertibilité de la monnaie chinoise. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une accélération de ce mouvement, et si oui, à quelles conditions, ou au contraire, un ralentissement compte tenu des problèmes que cela peut soulever, notamment dans la réforme du système bancaire? Et peut-être une dernière de cette série, monsieur? Comment vont évoluer les relations avec Taïwan? Trump a commencé par téléphoner à la présidente de Taïwan. Il semble qu'il soit revenu sur sa première décision. Elle couvre toujours.
Bon, merci. Est-ce que vous avez entendu? On a entendu, oui, Oui. on a entendu. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Donc, Je voudrais juste... pardon? je ne vois pas qui parle. Non, je suis là. Ah, d'accord, oui, s'il vous plaît. Oui, oui. À Oui. gauche. Ici, d'accord. Je suis là. Oui, j'aurais souhaité que M. Bavrez développe assez rapidement, compte tenu du temps, ce dont il a parlé à la fin de son propos, c'est-à-dire de transactions équilibrées entre l'Europe et la Chine. Merci. Merci. Alors, non, là, on arrête là pour l'instant. On verra ensuite si on aura la possibilité de revenir sur des questions. D'accord. Chine, Inde, Russie. Justin, peut-être pour oui, commencer. si vous voulez. Je pense qu'on a eu un double mouvement avec la Russie, qui est à la fois un mouvement disons, de proximité continue et un mouvement d'émancipation, je dirais. Il y a à Pékin une grande admiration pour Poutine l'homme fort. Il y a une grande attention à la relation avec la Russie, mais cette attention, cette admiration sont aussi mêlées d'une certaine condescendance d'ailleurs, bravitude, et donc la Chine inspire des néologismes intéressants. Non, mais en fait c'est la traduction d'un concept chinois très très compliqué. Donc plus sérieusement, cette condescendance là, qui est palpable quand on entre dans des discussions un peu prolongées avec les Chinois, tient au fait que, voilà, en dépit de cette image d'une Russie, d'un Poutine fort et d'une nation qui n'hésite pas à utiliser la force, etc., il y a aussi la conscience très aiguë du fait que la Russie est un nain économique par rapport à la Chine, et que peu à peu la Chine s'affirme, par exemple à l'ONU, où le temps est passé depuis longtemps des votes conjoints Russie-Chine. Il y en a encore de temps en temps, mais par exemple le dernier vote sur la Syrie, veto chinois, pas de veto, veto russe, pas de veto chinois, pas de reconnaissance, par exemple, de l'Ossétie ou alors évidemment de l'annexion de la Crimée, et puis tentative pour créer un ordre alternatif qui n'est pas l'ordre des BRICS en fait. Les BRICS, c'est essentiellement une création de la Russie, et donc on a ce double mouvement à la fois de proximité et un peu d'émancipation, donc proximité, condescendance, émancipation, et pas de... Bon, les investissements chinois en Russie n'ont pas bondi avec la crise, c'est-à-dire cette idée de Poutine de se tourner vers la Chine pour remplacer l'Occident en quelque sorte, ça ne s'est simplement pas produit. Quand on regarde les chiffres de l'économie, en dépit de la faiblesse du rouble et donc des possibilités d'investissement pour différentes raisons. Et donc, il reste ce mélange, encore une fois, de proximité et de méfiance. Chine-Inde, là, on voit toujours l'obsession chinoise quand on va à New Delhi, on voit moins l'obsession indienne quand on va à Pékin, parce que tout simplement par effet de taille, il reste une grande méfiance de la part de l'Inde, une crainte de l'encerclement via le Pakistan et le couloir économique et des investissements que crée la Chine, via au bord, donc One Belt, One Road, une ceinture et une route, le grand projet économique, via les points d'appui en Birmanie ou ailleurs, et donc une volonté de contrepoids qui se manifeste par une certaine proximité, un rapprochement en fait, avec le Japon, avec l'Australie en particulier, pour occuper le terrain dans l'océan Indien et pour, disons, mettre un peu à distance cette Chine qui, en effet, disons, à laquelle on se compare toujours. C'est toujours ce qu'on a dit pendant très longtemps, c'est que l'Inde croissait au rythme des démocraties et que, donc, voilà, l'apesanteur bureaucratique, les procédures, etc., faisaient que l'Inde ne décollait pas aussi vite que la Chine. Bon, maintenant, ça s'est un peu inversé, au moins en partie, et donc l'Inde se sent un peu à la fois rassérénée par cette croissance supplémentaire et par ce taux de croissance plus important, et en même temps toujours aussi menacée par, en gros, l'expansionnisme chinois.
Moi, je vais compléter juste en 2 mots. J'abuse peut-être de ma place de modérateur, mais par rapport à ce que tu disais de l'obsession indienne, j'étais en Inde il n'y a pas très longtemps, il y a une autre obsession en Inde, c'est qu'il y ait une alliance entre la Chine et la Russie. Ça, ils ne veulent absolument pas qu'il y ait cette alliance, ils nous ont souvent répété au ministère des Affaires étrangères. Et le deuxième point, c'est comment les Russes voient la Chine. Évidemment, dans le discours russe vis-à-vis de l'Occident, la Chine est un grand allié et on n'a pas besoin de l'Occident parce qu'il y a la Chine. On va vendre nos hydrocarbures à la Chine. Mais lorsqu'on découvre les contrats, on voit que la Chine, finalement, sort gagnante de ces accords, beaucoup plus avantageuse pour la Chine que pour la Russie. Les Russes, finalement, économiquement, deviennent un junior partner de la Chine, et ils savent aussi que leur façon d'agir, donc c'est cette agilité stratégique qu'ils ont et qui impressionne toujours les Occidentaux, n'impressionne pas trop les Chinois. Par contre, l'appel de Poutine aux hommes d'affaires russes d'aller plutôt en Chine au lieu d'aller à Davos, notamment, c'était juste après la Crimée. Ça n'a pas vraiment marché parce que les oligarques russes préfèrent largement les Alpes. À la fois, c'est beaucoup plus près géographiquement. Pour aller en Chine à la station, j'ai oublié le nom, à la station, voilà, il n'y a pas de vol direct. Il faut 16 heures ou 18 heures pour s'y rendre. Il n'y avait pas grand enthousiasme. Bon, Jean-François, pour répondre à la question à la fois de l'Inde-Russie et aussi... Non, je pense qu'on a... Je n'ai pas empiété sur le temps et je trouve que les réponses ont été remarquables. Donc, si vous voulez, moi, je vais me concentrer sur un sujet sur lequel je regarde beaucoup les choses depuis pas mal d'années, sur l'internationalisation de la devise. Il y a eu un débat, effectivement, qui remonte au tout début des années 2000 sur le rythme de l'internationalisation. Il y a eu tout un courant qui pensait qu'on avait un sens de l'histoire qui nous montrait exactement la date à laquelle la devise chinoise serait internationalisée avec des étapes qu'on pouvait baliser, y compris d'ailleurs à travers le marché du renminbi offshore qui s'était installé à Hong Kong, le CNH, son sigle, par opposition au CNY, qui est la devise chinoise domestique. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'histoire n'est pas du tout linéaire sur l'internationalisation du yuan. Elle n'est pas linéaire parce qu'il y a aussi une schizophrénie à l'intérieur de la pensée monétaire chinoise, qui est à la fois qu'il est bon que la Chine soit intégrée au système international, mais qu'en même temps, ce système international tel qu'il est, il n'est pas forcément très bon. Donc, en 2008-2009, la crise internationale, la grande crise financière a fait très très peur à la Chine, qui s'est dit vivement qu'on ait notre propre zone renminbi et surtout ne nous mêlons pas de ces horreurs de devises convertibles, de devises internationalisées, et faisons tout pour nous prémunir de ça. Et puis il y a un autre spectre qui plane dans les esprits chinois, c'est le spectre de l'internationalisation du yen, qui n'a jamais existé d'ailleurs, mais les Chinois sont persuadés que la décadence du Japon, en tout cas celle du XXe siècle, a commencé au moment où on a forcé aux accords du Plaza en 85 le yen à s'internationaliser à toute allure. Le yen s'est jamais internationalisé totalement, mais ça fait peur à la Chine. Néanmoins, on va bien sûr vers une intégration qui est objective, puisque le yuan est intégré maintenant dans les droits de tirage spéciaux, que la part de la Chine dans le FMI a augmenté. Donc on avance vers cela. Il est clair que la clé, c'est la réforme du système bancaire. Vous l'avez très très bien dit, on ne peut pas avoir une internationalisation qui voudrait dire une ouverture, une porosité des frontières financières si on n'a pas un système bancaire sain. À petite échelle, Taïwan a très très bien réussi son internationalisation de sa devise et la convertibilité de sa devise. Mais l'échelle de Taïwan, avec un système bancaire qui était au moins aussi mauvais que celui de la Chine quand on a commencé, c'est pas tout à fait la même chose. Le système bancaire a été assaini, on a ouvert les frontières du compte de capital. En Chine, le compte de capital n'est pas ouvert. Ce sera en fait le signe principal et on voit qu'il y a des expériences. La phrase qui a été prononcée par le vice-gouverneur de la Banque centrale à la suite de la volte-face de Trump sur la manipulation de la devise, moi je la trouve intéressante parce que j'ai l'impression qu'on a redonné un petit coup d'accélérateur. D'abord parce qu'on sent que les choses vont un tout petit peu mieux, ou en tout cas qu'on les fait aller mieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la liquidité qui est restreinte,
qui est peut-être un signe de l'assainissement du système monétaire et du système financier, ça prendra beaucoup de temps. De toute façon, ça prendra du temps. Donc, c'est probablement pas en 2020, peut-être entre 2020 et 2025. Et puis, ça veut dire aussi, on en parle autour de cette table depuis le début, qu'on accepte qu'on ait un système avec 2 devises reines ou 3 devises reines. C'est très, très rare quand même dans l'histoire monétaire. Et ça veut peut-être dire, la montée du yuan, que le dollar s'affaiblisse. Donc ça, c'est un des grands enjeux. Et autour de cette table, on a effectivement évoqué la possibilité d'un affaiblissement non seulement du dollar, mais des États-Unis. Donc il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Donc je pense qu'on y va. Je pense qu'on y va sûrement plus lentement qu'on pensait en 2000. Je pense qu'on a pris un petit coup d'accélérateur, mais qu'on n'est clairement pas à la veille de ce phénomène. Joris Silberman, peut-être sur Taïwan. Sur Taïwan, oui. La situation, à mon avis, reste extrêmement complexe. Si on prend par exemple le point de vue taïwanais, il se trouve que j'ai discuté avec le représentant de Taipei à Paris et qui était assez lucide sur la chose. Je lui demandais, mais est-ce que... bon, alors, il y a eu ce coup de fil de Trump à Tsai Ing-wen où il l'appelle Madame la Présidente, ce qui est un premier soufflet adressé à la Chine, vu que comme il n'y a pas d'État taïwanais, donc il n'y a pas de présidente. Donc personne n'appelle le ou la leader de Taïwan avec le mot président. Bon, il y a eu ce coup de téléphone et puis cette négociation, ce bargain sur la politique de la Chine unique qui finalement a été mis de côté sous l'influence, comme le disait Justin Weiss, de Jared Kushner notamment, et Taïwan dans tout ça. Alors, je lui demandais très naïvement, mais alors comment faire? Comment vous voyez cette Taïwan qui se retrouve comme un pion dans ce jeu, comme d'habitude, on pourrait dire. Il était très lucide. Il disait de toute façon, souvent, on nous dit à nous Taïwanais, China is too big to see you. Donc, Taïwan, nous, on est trop petits, et la Chine, enfin, voilà. Donc, là-dessus, les Taïwanais, à mon sens, maintiennent 2 attitudes. La première, c'est la non-reconnaissance du consensus de 1992, enfin, par Tsai Ing-wen et donc par la majorité DPP. Donc consensus de 1992 qui, autour du concept de la Chine unique, de la politique d'une seule Chine, on laisse les deux rives, Taipei et Pékin, interpréter librement qui est le gouvernement de cette Chine unique. Donc ça, hors de question de reconnaître et d'approuver ce consensus de 92 de la part de Tsai Ing-wen, contrairement à son prédécesseur à la présidence de Taïwan, Ma Ying-jeou, du KMT. Donc ça, le Tsai Ing-wen reste dessus. Oui, vous disiez qu'il y a un désir d'indépendance, j'allais dire d'autant plus dans la jeunesse taïwanaise qui finalement, un peu comme la jeunesse sud-coréenne, se dit différente des gens de Chine populaire. Et c'est un fait, et ils sont taïwanais. D'ailleurs, ce désir d'indépendance, il se manifeste aussi chez les descendants des Waishengren, des continentaux, qui eux aussi ont été assimilés et ont un sentiment, ont été taïwanisés. Donc oui, il restera toujours ce sentiment, cette aspiration à l'indépendance, mais ça ne va pas bouger énormément, d'abord parce que on n'est pas forcément comme en 1996 avec la crise des missiles et avec peut-être une confrontation entre les États-Unis et la Chine. On voit bien que Trump est très flexible, c'est l'euphémisme le plus indulgent qu'on pourrait lui... en tout cas extrêmement versatile. Donc je pense que les Taïwanais regardent fiévreusement ce qui se passe, mais plutôt en spectateurs. Côté Pékin, pour le moment, alors qu'il y avait eu des avertissements assez agressifs de la part de Xi Jinping sur les conséquences, ne serait-ce que de l'élection de Tsai Ing-wen, on avertit des conséquences, c'est une formule qui est censée faire peur.
Bon, pour le moment, il n'y a pas de perspective d'invasion. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est des mesures de représailles économiques qui sont réelles, à savoir les touristes chinois qui représentaient quand même une manne extrêmement importante pour l'économie taïwanaise, qui sont raréfiés parce qu'il y a des instructions qui sont données aux tour opérateurs, aux agences de voyage chinois, de ne pas encourager les gens à faire du tourisme à Taïwan. Donc ça c'est un problème. Et là, Tsai Ing-wen, qui en plus arrive dans un moment où il y a de moins en moins de pays qui reconnaissent l'existence de Taïwan, essaye voilà, d'avoir une politique plus tournée vers le sud ou une politique qui est moins tournée vers la Chine, essayer de diversifier, donc une stratégie plus, géo-économique, pour reprendre un mot qui a été utilisé aujourd'hui. C'est une période difficile pour Taïwan où les Taïwanais ne peuvent pas faire grand-chose. Merci. Alors, David Bavrez, la dernière question vous a été posée pour développer davantage l'idée que vous avez, le concept que vous avez utilisé. Oui, alors les transactions équilibrées, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Il faut être très pragmatique comme les Chinois. Donc, je vais juste vous répondre par un exemple concret qui a eu lieu entre Noël et le jour de l'an. Donc, j'espère que vous n'étiez pas comme moi en train de lire la presse économique entre Noël et le jour de l'an et que vous avez des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Mais il y a une transaction dont du coup on a très peu parlé, qui pour moi est très emblématique. C'est une société qui s'appelle HERE, H-E-R-E, qui était en fait une filiale du groupe finlandais Nokia, spécialisée dans la cartographie digitale, qui est un élément clé pour la voiture connectée à venir, et que les Américains, Nokia était en difficulté financière et donc a mis cette filiale en vente, et les Américains ont voulu l'acheter. Et il s'est passé quelque chose de rarissime, c'est que s'est créé un consortium de l'industrie automobile allemande, Audi, BMW et Mercedes, se sont mis ensemble pour le racheter et ont payé un prix un peu faramineux de 2 milliards d'euros. Et en Chine, l'activité de cartographie est interdite aux étrangers, ce qui en soi peut se concevoir, puisque vous êtes le gouvernement chinois, vous ne voyez pas trop pourquoi vous allez donner votre cartographie à des étrangers qui peuvent vous envahir. Et donc, cette société a eu l'idée de faire une transaction avec le groupe Tencent chinois, qui est le groupe qui possède WeChat, le plus gros réseau social qui a ses fameux 800 millions d'abonnés, et en créant un joint venture 50-50, ce qui fait que la société est chinoise. Et donc, ce joint venture a le droit d'avoir une activité de cartographie digitale qui va servir à tout un tas d'objets connectés en Chine, alors que Google Maps, qui est le principal concurrent américain, lui est interdit. Et la société européenne a demandé à ce que Tencent prenne une participation de 10% dans la société européenne à une valorisation qui est plus proche de 3 milliards que de 2. Donc ça me paraît relativement intéressant. Et au même moment, vous voyez, il y a 15 jours ou 3 semaines, cette même société Tencent a mis 2 milliards de dollars dans la compagnie américaine Tesla de voitures électriques, qui est valorisée à 50 milliards de dollars, alors qu'elle fait moins de 100 000 voitures par an, et elle est en crise de liquidité. Donc, j'espère que le nouveau président de la République qu'on va avoir, non seulement va prendre l'avion pour Pékin très rapidement, qui ne va pas attendre longtemps, et que l'une des premières choses qu'il va dire à Xi Jinping, c'est « oui, tu as accès à la technologie américaine, mais seulement quand elle est complètement surévaluée et sans aucune corporate governance parce que tu as 5% et que tu n'as pas accès au conseil d'administration. » Donc nous, il y a moyen de faire des deals beaucoup plus intelligents parce que pour 2 milliards de dollars, tu sais quoi, nous en France, on a un groupe qui s'appelle Valeo et qui est le leader dans tous ces métiers, soit numéro 1, soit numéro 2, soit numéro 3, sur la voiture connectée, la voiture électrique et la voiture autonome, ce dont tu as besoin, beaucoup plus que Tesla. Donc si tu viens avec 2 milliards en Europe, on va te faire des deals. Mais il faut qu'il soit un peu plus équilibré, mais arrête de te faire avoir par les Américains. Et là, on a une discussion qui devient un peu plus constructive. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants qui, ensemble, avec ce froid vivifiant, ne vous ont pas permis de vous endormir. Moi, je vous dis à bientôt, au prochain